Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Emmanuel Macron l'avait annoncé, ça au moins c'était dit. Dès 2019, il réformerait la haute fonction publique. Rappelez-vous, c'était lors de sa conférence de presse le 25 avril 2019 exactement. Enfin, cette transformation de ce que nous sommes, de notre organisation, suppose une réforme de notre haute fonction publique. J'ai vu que des rumeurs ces derniers temps avaient beaucoup animé les discussions sur ce sujet. Il ne s'agit pas de simplement supprimer telle ou telle chose pour en faire des symboles, non. Le gouvernement s'est engagé dans une réforme profonde des règles de la fonction publique, pour le bien des fonctionnaires. C'est une très bonne chose. Mais notre haute fonction publique pourrait être tenue à l'écart d'une modernisation indispensable. Nous lui devons beaucoup. Elle a bâti ce que nous sommes, elle a pris beaucoup de responsabilités, et je suis profondément attaché au modèle méritocratique, un élitisme républicain qui fait que on attire dans l'État les meilleurs pour pouvoir régler les problèmes les plus complexes. Néanmoins, des changements sont à faire. En termes de recrutement d'abord, est-ce que notre haute fonction publique ressemble à la société que nous sommes? Non, c'est pas vrai. Voilà, donc est-ce qu'il ne s'agit pas de supprimer telle ou telle chose? Non, mais en fait, oui, un petit peu. Et donc, c'est 2 ans plus tard, parce que là, c'était en avril 2019, alors qu'Emmanuel Macron est marqué par la crise de la Covid-19, on va dire plutôt la société marquée par la crise de la 2019, qu'en avril 2021, donc presque à l'anniversaire de cette annonce, la suppression de l'École nationale d'administration est annoncée, remplacée par l'Institut national du service public, l'INSP, donc plus de l'ENA, mais on dira maintenant INSP. On dira, certains diront que l'ENA aura servi de bouc émissaire à la Macronie, justement pour gérer ces turbulences de la Covid-19. Puis viennent ensuite la fin programmée des grands corps des inspections générales, puis le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, annonçait ensuite en mai 2021 la fin du corps préfectoral. Les préfets et sous-préfets verront leur statut particulier qui régit leur carrière disparaître. Et enfin, dernièrement, en avril 2022, cette fois-ci, le journal officiel a entériné par décret la suppression du corps diplomatique français, dernier volet en date donc de cette réforme de la haute fonction publique. Les hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay feront désormais partie du nouveau corps des administrateurs de l'État, où ils rejoindront la quasi-totalité des hauts fonctionnaires français naguère formés donc à l'ENA, mais on a compris maintenant à l'INSP. Au final, la carrière de nos diplomates, préfets, inspecteurs des finances et autres inspecteurs des affaires sociales ne sera plus cantonnée à un seul ministère. Voilà une réforme qui suscite de nombreuses indignations et levées de boucliers, avec deux actions à noter dernièrement, parce que particulièrement inhabituelles. Jeudi dernier, et pour la première fois depuis 2003, la deuxième fois depuis son histoire, une partie du personnel du ministère des Affaires étrangères était en grève à l'appel d'un collectif de 500 diplomates et de plusieurs syndicats qui ont publié une tribune dans Le Monde. Un événement assez rare pour ce corps de métier puisqu'il s'agit, comme je l'ai dit, du deuxième mouvement de grève de l'histoire du ministère. Et puis, il y a aussi ces 82 élèves de la dernière promotion de l'ENA, Germaine Tillon, marquée donc par cette suppression de l'ENA et par son remplacement à l'INSP, qui ont voté la semaine dernière un préavis de grève pour le 9 juin, donc dans 2 jours. Alors, ces réformes sont-elles nécessaires? Est-ce qu'elles vont permettre une décentralisation souhaitable, un rapprochement d'une élite à son peuple, une modernisation, comme le dit Emmanuel Macron? Ou va-t-elle privilégier une forme de clientélisme, voire de népotisme, comme le dénoncent certains analystes? C'est la question de cette table ronde. Et pour cette table ronde, nous sommes avec Michel Auboin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien préfet et auteur notamment de ce livre 40 ans dans les cités aux éditions Presse de la Cité. Nous sommes donc également avec Éric Bocquet. Éric Bocquet, avec qui nous étions déjà sur le sujet précédemment, sénateur communiste du Nord, vice-président de la Commission des Finances, rapporteur d'une commission d'enquête du Sénat sur l'évasion fiscale. Et puis avec Guillaume Travers. Bonjour Guillaume Travers. Bonjour Clémence. Vous êtes essayiste, collaborateur pour la revue Éléments et notamment auteur de ces 2 livres, je pense, qui sont peut-être les plus liés au sujet du jour. Économie médiévale, société féodale à la Nouvelle Librairie et Capitalisme moderne et société de marché à la Nouvelle Librairie. Alors, pour commencer, je voudrais demander à Michel Auboin, haut fonctionnaire, ce que vous pensez, vous, de ces réformes, de ces différents volets de la réforme de la haute fonction publique. Alors, il y a évidemment plusieurs aspects. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge depuis le début, c'est que
on semble penser dans les hautes sphères de l'État aujourd'hui que toutes les fonctions sont interchangeables. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. derrière tout ça, la suppression du corps préfectoral, du corps diplomatique, etc., cette idée qu'après tout, il n'y aurait pas de métier, il n'y aurait pas de fonction, il n'y aurait pas d'apprentissage, il n'y aurait pas d'expérience qui fonderait le droit ou la mission enfin la possibilité d'être préfet, diplomate, inspecteur général, etc. Comme si tout était interchangeable. Alors, on voit bien ce qui sous-tend cette idée d'ailleurs. Et je pense que peut-être que l'esprit des écoles de commerce pardon, que je ne veux pas mettre en cause, mais l'esprit des écoles de commerce semble apparaître avec cette idée qu'après tout, on peut faire des formations généralistes et qui pourraient conduire à tout type de métier, tout le monde étant interchangeable. Il suffit d'être intelligent pour occuper n'importe quel type de fonction. Mmh. On voit Oui. bien sur le métier qui fut le mien, qu'il est encore en partie le métier de sous-préfet puis de préfet. L'expérience, c'est quand même une grande partie de la formation. Et le manque d'expérience conduit souvent, on pourrait citer des exemples très récents d'ailleurs, à des séries de malentendus et parfois de catastrophes. Le corps diplomatique, c'est la même chose. C'est d'ailleurs très étonnant, je crois que on s'en est étonné à l'étranger. Au moment où on a besoin le plus Et oui. des diplomates, on supprime ce corps diplomatique où n'importe qui pourra exercer cette fonction. J'imagine que derrière, il y a une autre idée qui serait qu'on pourrait aller chercher à l'extérieur de la fonction publique, ce qui se fait déjà depuis un certain temps, mais enfin qui est en train de s'amplifier, des gens qui n'ont pas du tout la formation fonction publique, mais pourraient remplir n'importe quelle de ces fonctions. En gros, un manager équivaut à un manager, un directeur d'une entreprise agroalimentaire pourrait très bien devenir préfet ou diplomate. Mmh. Oui, donc finalement, oui, mais finalement, quel est l'intérêt dans ce cas-là de passer ce genre de concours aussi? C'est la question que se pose et c'est notamment, la raison pour laquelle, la dernière promotion de l'ENA, a décidé, de se révolter, parce qu'ils ont eux aussi publié une tribune en posant ces questions, hein. Finalement, à quoi cela sert aujourd'hui? Nous, disent-ils, nous ne conseillons pas aux futurs, candidats à ce concours de passer le concours parce qu'il ne sert plus à rien. On peut être remplacé facilement par des contractuels, disent-ils. Les postes en sont beaucoup moins intéressants. Voilà, ils disent: «Que signifie ce genre de poste aujourd'hui qu'on nous propose chef de projet chargé de fluidifier les liens entre les échelons d'exercice des missions?» Voilà des postes proposés à la sortie de l'ENA. Donc Ouais, c'est absolument déplorable. Mais en fait, ces jeunes élèves ont parfaitement raison. Il faut se souvenir quand même que la création de l'ENA à la Libération, hein, c'est un des axes forts du programme du CNR, le Conseil national de la résistance. La création de l'ENA, elle visait justement à créer une certaine égalité d'accès à la fonction publique, et en mmh, particulier à la haute fonction publique, pour échapper à ce qui existait auparavant, qui est ce qu'on appelait enfin, qui était une forme de cooptation, ce qu'on appelait les écuries, qui permettaient à des gens issus de bonnes familles, des jeunes gens issus de bonnes familles et qui connaissaient des gens au Conseil d'État, de rentrer au Conseil d'État. C'était ça le sujet. Et on revient à ça, c'est-à-dire que on va, par la disparition des concours, on va recréer une élite issue de l'élite. Alors, évidemment, on peut dire que l'ENA discrimine peut-être une partie, enfin le concours de l'ENA discrimine une partie des jeunes qui venaient des milieux les plus populaires. C'est en partie vrai, parce qu'il y a des épreuves qui sont un peu culturelles et qui, évidemment, discriminent ceux qui n'ont pas eu accès très jeunes à cette culture générale, mmh. mais elles ne discriminent pas autant que ça. Il y a beaucoup d'exemples. Moi-même, hein, je suis un exemple de cette promotion républicaine. Moi, je suis fils d'ouvrier d'usine. J'ai vécu toute mon enfance, toute mon adolescence en HLM. Je n'étais pas du tout destiné à rentrer dans la haute fonction publique. J'ai fait Mmh. Sciences Po tardivement et je suis devenu préfet. Et en fait, on est assez nombreux comme ça, des gens qui viennent de la base et du peuple à avoir accédé aux fonctions les plus supérieures. Alors évidemment, on ne le dit pas trop, parce que c'est gênant, mais il est évident que si on supprimait les concours, des gens comme moi, on n'aurait plus du tout accès à cette fonction publique. C'est très, très, très intéressant, ce que vous nous expliquez. Je voudrais, Michel Aouin, qu'on donne la parole un petit peu aux autres et ensuite, en effet, qu'on revienne sur cette,
comment dire, cet ascenseur social que devait être l'ENA avant et qui ne fonctionne plus. Est-ce que c'est pas aussi un problème lié à l'éducation nationale, tout simplement? Donc un problème à régler à la base et pas au niveau de l'ENA. Mais je vais me tourner vers Éric Bocquet et Guillaume Travert. Éric Bocquet pour commencer, donc sénateur communiste du Nord. Oui, écoutez, moi j'adhère tout à fait aux propos de Monsieur le Préfet Michel Auboin. Je crois qu'il a parfaitement décrit les choses. Quelques remarques. Tout d'abord, nous sommes à quelques jours d'une élection législative qui va donner à l'Assemblée nationale une nouvelle majorité, quelle qu'elle soit. Et là, on fait des annonces d'une profondeur et d'une ampleur absolument inégalées dans l'histoire Mmh. de France, Mmh. sans même avoir une majorité encore à l'Assemblée. Je veux Oui, oui. souligner ce petit point. Deuxième Et dans chose, l'entre-deux-tours et par décret, donc sans débat, oui. voilà, c'est quand même toute la considération que M. Macron et ce régime portent à l'Assemblée nationale et au Sénat notamment. Mmh. Voilà, donc c'est première remarque. Deuxième remarque, en 2017, dans sa campagne, M. Macron avait publié un ouvrage qu'il avait intitulé Révolution. Je crois que là, on est effectivement à une révolution de fond dans ce qu'est l'État en France. Non pas un État oppresseur, mais un État qui permet effectivement le développement et qui a notamment contribué au développement économique des 30 Glorieuses. Dernière chose, c'est pas l'ENA, c'est pas Polytechnique, c'est pas Normal Sup qui sont élitistes. On est dans une société profondément inégalitaire. D'ailleurs, les inégalités se sont profondément aggravées ces dernières années. Il est là le sujet. Effectivement, pourquoi y a-t-il aussi peu de fils d'ouvriers à Polytechnique? Ce n'est pas lié à Polytechnique, c'est lié à notre société qui produit et qui reproduit des inégalités dans des proportions absolument démentielles. Voilà ce que je Mmh. voulais dire. D'accord. Guillaume Travert, à ce sujet, je pense que vous avez beaucoup à dire aussi sur la formation des élites, Guillaume Travert. Tout à fait, oui. Alors, je crois que ce qu'il dit est très important. Ce qui se joue, je crois, profondément, c'est vraiment la vision qu'on a de l'État et le détricotage du rôle de l'État. Vous avez cité mon livre sur le Moyen-Âge. Quand l'État moderne apparaît sous les Capétiens, le premier trait distinctif quasiment de l'État moderne, c'est la création de corps de fonctionnaires distincts de la société générale, ce qu'on appelle à l'époque les légistes royaux, par exemple. Eh bien, c'est précisément l'idée qu'il y a des objectifs propres de l'État, des objectifs publics qui sont distincts d'objectifs privés et qui donc nécessitent la création de corps particuliers qui ont des statuts spéciaux protégés. C'est précisément la raison pour laquelle, par exemple, les fonctionnaires bénéficient d'avantages comme l'emploi à vie. Ce n'est pas un avantage complètement induit, c'est précisément parce qu'on pense qu'il y a des objectifs propres de l'État à protéger qui justifient des statuts spéciaux, Mmh. de cultiver des qualités spécifiques en vue d'objectifs spécifiques, et donc qui précisément, pour reprendre ce que disait Monsieur le Préfet, font que bien, tous les postes ne sont pas interchangeables. Et je crois Mmh. qu'on est aujourd'hui dans le détricotage de tout cela, où on veut effectivement, à la fois, alors, en l'occurrence au sein de l'État, rendre quasiment tous les postes de hauts fonctionnaires interchangeables, et puis à terme, effectivement, comme on le voit par exemple aux États-Unis, une perméabilité de plus en plus grande entre la fonction publique et le secteur privé. On pourra en reparler. Oui, on va reparler notamment de on va dire l'introduction, pour le dire gentiment, des cabinets de conseil. Pourquoi pas dans la fonction publique. En fait, d'après ce que je comprends et d'après ce que vous nous dites, Guillaume Travers, c'est tout simplement la fonction régalienne de l'État qui est remise en question aussi par ces réformes. On continue de parler sur cette table ronde et cette réforme de la haute fonction publique avec nos trois invités, mais je fais un rapide point sur les informations. Il est 8h01 sur Ligne Droite. Ligne droite. La table ronde. Réforme de la haute fonction publique qui a commencé en avril 2021 avec la suppression de l'École nationale d'administration, l'ENA, qui est devenue l'INSP, l'Institut national du service public, puis la fin programmée des grands corps, des inspections générales, puis la fin du corps préfectoral, et puis dernièrement, dernier volet, c'est le Quai d'Orsay qui est revu lui aussi, qui va appartenir à un seul et même ministère avec toutes les autres carrières de préfet, d'inspecteur des finances, etc. Ce qui provoque certaines révoltes et qui a été pris, précisons-le d'ailleurs, par décret et pendant l'entre-deux-tours, donc sans débat, et cela en pleine guerre en Ukraine. Donc c'est vrai que tout cela pose beaucoup de questions. Pour cette table ronde, nous sommes avec Michel Auboin, haut fonctionnaire, ancien préfet et auteur notamment de cet essai 40 ans dans les cités aux éditions Presse de la Cité. Nous sommes également avec Guillaume Travers, essayiste, collaborateur pour la revue Éléments, auteur de
ces livres-là que je vais citer, notamment Économie médiévale et société féodale, la nouvelle librairie, Capitalisme moderne et société de marché, la nouvelle librairie. Et puis nous sommes également avec Éric Boquet, sénateur communiste du Nord et vice-président de la commission des finances. Alors je voudrais revenir, Guillaume Travers, alors non, Guillaume Travers n'est pas là. Éric Boquet, peut-être sur le principe de cette réforme avant d'aller sur la question du fait qu'aujourd'hui on crée des fonctions qui sont interchangeables. Je crois que c'est vraiment le cœur de ce sujet. Mais tout de même, est-ce qu'il n'était pas nécessaire de réformer ces grandes fonctions publiques qui peut-être étaient en décalage avec la population? Bah, écoutez, est-ce que cette grande fonction publique a failli dans ses missions? C'est vraiment pas le sentiment que j'ai. On voudrait encore une fois faire porter le chapeau des difficultés de notre société aux fonctionnaires de manière globale, qu'ils soient des trois fonctions publiques ou de la haute fonction publique. Le problème n'est pas là. Je crois qu'on est vraiment dans un moment politique pas très nouveau. Je veux dire, M. Macron, il est le porte-voix de ce qu'on vit dans le monde depuis une quarantaine d'années, quoi. Le néolibéralisme avec comme dogme fondamental trop d'État. Il y a trop d'État. Et donc, on parle de réforme de l'État de manière excessive, mais le constat que les populations font, c'est que on vient d'avoir un rapport de la Cour des comptes il y a quelque temps sur l'administration territoriale de l'État. Eh bien, ce qu'on constate, c'est une diminution des moyens, une baisse des effectifs et donc une difficulté à assurer les missions au service de la population. Le problème, il est là. Ce n'est pas la fonction publique qui est en cause, ce sont les moyens qu'on lui attribue pour assurer les missions au nom de l'intérêt général. C'est tout à fait vrai. On voit bien qu'il y a de moins en moins d'États, notamment dans les régions un peu reculées, hein, de moins en moins de services publics, plus de postes, plus de transports, plus d'écoles, plus d'hôpitaux. Malgré tout, si on ne peut pas accuser la fonction publique, on peut accuser certains hauts fonctionnaires publics pour une certaine déconnexion, un pantouflage aussi qui franchement a de quoi énerver beaucoup de Français, un entre-soi. Ça, c'est une réalité, Éric Boquet. Oui, alors là, j'adhère complètement. Le pantouflage, vous lisez le bulletin quotidien tous les jours et vous y trouvez une ribambelle de nominations, effectivement, de hauts fonctionnaires qui rejoignent non pas des ONG ou des associations caritatives, mais des grandes banques, des fonds d'investissement, etc., etc. Les exemples fourmillent, je pourrais en citer de nombreux. Là, il y a un sujet. Et cette porosité entre le monde des affaires au sens large et une partie de la haute fonction publique pose question, à mon avis, dans la défense de l'intérêt général. Mais ce qui est sûr, c'est que la réforme d'Emmanuel Macron ne va pas aller dans le sens de la fin de cette porosité. Au contraire, on l'a bien vu, hein, parce qu'il est question de pouvoir remplacer des fonctionnaires par des contractuels de plus en plus facilement. Je voudrais, sur cette question de néolibéralisme, me tourner vers un grand penseur du néolibéralisme, Guillaume Travers, hein. Vous avez notamment écrit, je n'ai pas cité celui-ci, La société de surveillance, stade ultime du libéralisme, à la nouvelle librairie. Est-ce que là, vous pouvez nous expliquer en quoi le néolibéralisme, donc, comme le disait Éric Boquet, auquel participe Emmanuel Macron, a joué un rôle dans cette réforme de la haute fonction publique? Alors, je crois que c'est effectivement l'idée générale que disait Michel Aubrun en introduction, à savoir qu'il n'y a plus de qualité spécifique à certains métiers. Dans la société, disons, jusqu'à très récemment, on pensait que pour un métier particulier correspondaient des qualités spécifiques et que ces qualités nécessitaient un apprentissage propre et donc que tous les métiers étaient distincts, qu'il n'y avait pas une sorte de travail indifférencié qui ne vaut effectivement que par la quantité d'argent qu'il génère, etc. Et donc effectivement, ce qui est en train de s'imposer, c'est une vision où il n'y a plus de qualité propre, il n'y a que des quantités d'argent qui s'échangent sur un marché du travail indifférencié, où ce qu'on échange finalement, c'est pas tellement, ou ce qu'on pratique, c'est pas tellement des savoir-faire qu'on a mis du temps à construire, mais c'est des heures de travail. Et donc, eh bien, qu'il y a simplement une logique marchande sur le marché du travail qu'on connaît évidemment depuis très longtemps, depuis au moins le 19e siècle dans l'entreprise privée, mais qui maintenant touche même l'État. Et c'est effectivement assez inquiétant, puisque les missions de l'État sont des missions profondément différentes des missions privées. Malheureusement, et on sait bien, l'idéal qui inspire Emmanuel Macron, c'est celui de la Startup Nation, de l'État comme entreprise. Et il est également assez significatif que la ministre qui est eue en charge de cette réforme, Amélie de Montchalin, soit elle-même issue du secteur privé, notamment d'AXA, que son mari soit lui-même issu des cabinets de conseil, notamment le Boston Consulting Group. Et donc on a effectivement
cette idée que le dernier domaine qui échappait un peu aux managers privés, c'était évidemment l'État. Et donc là, on a vraiment l'illustration profonde de la philosophie effectivement libérale ou néolibérale, qui est bien qu'il n'y a rien de spécifique à l'État, que l'État n'est au mieux qu'un ensemble de services visant à faciliter l'activité privée. Donc, il n'y a aucune différence de nature entre le public et le privé. Hein. Guillaume Travers, et quand vous dites que finalement on arrive à une diminution des compétences de l'État comme peau de chagrin, finalement on comprend derrière que c'est la diminution également du politique, tout simplement. Tout à fait. Effectivement, je crois que le grand thème libéral depuis quasiment que la philosophie libérale est née, c'est précisément la critique du politique et la critique de la spécificité du politique. C'est ce mythe un peu de libéral originel de l'État neutre qui serait neutre, c'est-à-dire qui ne prendrait position vis-à-vis de rien et qui ne serait qu'une sorte de grand facilitateur pour permettre à l'activité privée et aux fins privées de se déployer de manière supposément libre. Et donc, c'est effectivement l'idée de dire que l'État n'a aucun rôle politique propre, ne doit absolument prendre n'a pas de cap, vis-à-vis n'a pas de vision. d'aucun modèle de société bonne et ne doit qu'être une sorte de machine neutre, d'infrastructure neutre, la plus efficace possible en théorie, pour faciliter le déploiement des activités privées, donc quelque chose de complètement apolitique. Alors, qu'en pense Monsieur le Préfet Michel Auboin, vous qui avez travaillé dans la haute fonction publique très longtemps, est-ce que vous l'avez ressenti, cette disparition de l'État et du politique ? Il y a un aspect qu'il faut aussi soulever, c'est que, comme par hasard, on supprime la totalité des grands corps, mais il va rester quand même l'élite de l'élite. L'élite de l'élite, c'est les 3 corps auxquels on accède à la sortie de l'ENA, le Conseil d'État, la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances, dont sont par ailleurs issus la presque totalité de nos dirigeants politiques. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas souvent, on ne le dit pas assez, mais plus j'y pense et plus je suis persuadé qu'une des difficultés de gouvernement de notre pays, c'est non pas que les hauts fonctionnaires fassent de la politique, mais c'est que la presque totalité des dirigeants politiques de haut niveau, c'est-à-dire les présidents de la République, les premiers ministres, etc., sont issus d'une toute petite élite qui elle-même est, n'a pas participé d'une certaine façon à des missions concrètes au sein de l'État. Parce que quand on fait des missions d'inspection générale à l'inspection générale des finances, on ne peut pas vraiment dire qu'on a participé aux affaires du pays comme on peut le faire si on est inspecteur du travail ou comme on peut le faire si on est directeur d'hôpital. Donc on a je pense, une difficulté franco-française qui est qu'on va recruter la plupart de nos dirigeants supérieurs, il y a quelques exceptions, mais pas beaucoup quand vous regardez, dans un tout petit noyau de gens qui sont issus de l'ENA et qui ont fait, pour certains d'entre eux, l'ENA uniquement pour pouvoir sortir dans cette frange de la haute fonction publique qui permet ensuite des carrières politiques. Mais c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'on reproche aussi, l'un des reproches qui est fait ces fonctionnaires de la haute fonction publique, c'est finalement de prendre des positions politiques, de rejoindre les gouvernements, d'avoir ce népotisme, comme on dit, alors qu'en réalité, le reproche qui pourrait être fait, c'est plutôt au gouvernement de ne pas faire de politique, en fait. Il y a une inversion entre les deux. Il y a le gouvernement ne fait plus de politique et les fonctionnaires de la haute fonction publique, eux, on leur reproche d'en faire, alors qu'en fait, ce devrait être des applicants. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a un mélange des gens. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est en train de prendre une grande ampleur. Il y a un mélange des gens au sommet de l'État entre les fonctions qui sont des fonctions d'administration et avec d'ailleurs une approche des problèmes qui est une approche administrative. Et la question vaut aussi dans l'Europe, c'est-à-dire, vous voyez bien dans le partage des compétences entre les politiques et puis la Commission européenne, qui dirige en fait l'Europe? Est-ce que c'est plutôt les fonctionnaires européens ou plutôt les politiques européens? Cette question, elle se pose aussi en France. Et ça pose un vrai problème parce qu'on a aujourd'hui des dirigeants qui ne sont pas des dirigeants politiques au sens où ils ne portent pas de politique publique. Ils mettent en œuvre des programmes qu'ils auraient pu élaborer en tant que hauts fonctionnaires. Et c'est ça qui pose un vrai problème. On a un autre sujet, qui est un sujet là pour le coup qui est vraiment actuel, qui est qu'aujourd'hui, toutes les nominations
un peu supérieures aux fonctions d'État sont faites à l'Élysée. Bon. Et évidemment, plus on met à mal les statuts, les protections des hauts fonctionnaires, etc., et plus c'est facile de nommer directement à l'Élysée des gens qui vont occuper les fonctions de diplomate, de préfet, etc. C'est pas nouveau. C'est normal que le pouvoir politique cherche à nommer des fonctionnaires qui lui sont plutôt fidèles. Mais il ne faut pas aboutir à cette extrémité qui ferait que systématiquement toute la fonction publique ne serait issue que du petit monde des décideurs ultimes, les décideurs ultimes étant évidemment l'Élysée, puisque, comme vous le savez, Matignon, le Premier ministre, qui normalement a l'autorité sur l'administration, est en train de perdre la main sur ce sujet. Oui, je voudrais qu'on parle aussi peut-être du modèle qui est en train de changer. On est passé d'un modèle français de la haute fonction publique ici à un modèle qu'on pourrait qualifier peut-être de plus américain, avec ce système un peu plus privé, enfin mélange des genres entre le public et le privé. Là-dessus, j'aimerais bien me tourner vers Guillaume Travers. Guillaume Travers, on a déjà parlé un petit peu de la présence des cabinets de conseil qui vont prendre de plus en plus de place justement dans ces ministères aujourd'hui, dans la réforme de la fonction publique. On en a encore des exemples récents. Et puis, tout simplement cette américanisation du modèle, en fait, d'un modèle qui était un modèle français, qui devient désormais un peu plus américain qu'autre chose. Alors, effectivement, aux États-Unis, comme on le sait, on a ce qu'on appelle en anglais le spoil system, c'est-à-dire que la nouvelle administration présidentielle qui arrive après une élection remplace un très grand nombre de hauts fonctionnaires et met évidemment des hommes qui lui sont proches. Ce qui fait qu'on a un système également où les hauts fonctionnaires sont beaucoup plus engagés dans les partis politiques et dans les campagnes présidentielles. Là, c'est historiquement une très forte différence entre ce qu'on a en France, où les hauts fonctionnaires évidemment restent parce qu'ils sont membres d'un corps, et les États-Unis, où ils sont remplacés complètement. Et aux États-Unis, où donc ce système a existé depuis beaucoup plus longtemps, on a une perméabilité absolument incroyable et qui, en tout cas historiquement en France, nous paraissait en fait assez surréaliste. On a, par exemple, pour les nominations à la Banque centrale, donc à la Réserve fédérale américaine, un nombre de banquiers absolument impressionnant. On a au Pentagone, donc au ministère de la Défense américain, un nombre de représentants de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel très important, des gens comme par le passé, Donald Rumsfeld, etc. Et donc, cette perméabilité qui est vue positivement dans un esprit libéral, en fait, c'est effectivement, dans une très large mesure, l'État livré au règne des intérêts privés, avec également, bon, dans le cas américain, un financement beaucoup plus important des campagnes présidentielles elles-mêmes par les entreprises, qui évidemment espèrent placer leurs hommes après dans les cabinets, dans les ministères, dans les administrations. Donc, carrément, on a vu en France, notamment, qui est très forte et qui risque effectivement de qu'on voit déjà évidemment avec notamment l'affaire McKinsey, mais d'autres évidemment se mettre en place en France. On était relativement protégés et on l'est de moins en moins. Comme le disait Monsieur le Préfet, on a également cette perméabilité beaucoup plus importante au niveau européen aujourd'hui, puisqu'effectivement, au niveau européen, disons, la connexion politique entre les élus et la base électorale est beaucoup plus ténue qu'elle l'est encore aujourd'hui au niveau national. Éric Bocquet, à ce sujet de l'américanisation, on va dire, pour vulgariser le sujet, l'américanisation du modèle de la haute fonction publique. Oui, je crois que malheureusement, les faits l'illustrent abondamment ces dernières années. J'ai en tête la loi ESSOC de août 2018, l'intitulée « Un État au service d'une société de confiance », dite loi ESSOC. Un État au service d'eux. Un État doit être au service d'une nation. C'était tout simplement cela, l'intérêt de l'État. Et puis, vous vous souvenez, en 2019, l'exposé des motifs de la loi sur les mobilités avait été confié à un cabinet d'avocats privés par le gouvernement. C'est quand même des signes très inquiétants. Et quand on sait qu'en plus, et je le répète, que le Parlement est complètement ignoré, voire méprisé, voire insulté parfois, c'est une question de démocratie dans notre République également.
Mmh. Je voudrais, quand on vous pose la question, Michel Auboin, donc monsieur le préfet et auteur de ce livre «40 ans dans les cités» aux éditions Presse de la Cité, est-ce que, pour l'avenir, vous êtes un peu inquiet sur l'avenir de cette haute fonction publique dont vous faites partie? Non, pas vraiment, parce que non, pas vraiment. Je pense qu'on reviendra à un moment ou à un autre à des situations plus sages, parce qu'on va mesurer, comment dire, les difficultés à neutraliser une partie de la haute fonction publique et rendre interchangeables tous les postes. À un moment ou à un autre, on verra bien que la question de la compétence, la question du métier, la question du savoir est quand même une question importante. On est en train de voir dans l'éducation nationale, d'ailleurs, je suis aussi... Eh oui. Bon, vous voyez bien, aujourd'hui, on ne trouve plus de profs pour toute une Mmh. série de raisons, et on va embaucher des jeunes gens sans qualification pour exercer ce métier que j'ai aussi exercé et qui suppose aussi un apprentissage. Donc, et on va finir par s'apercevoir que ça ne fonctionne pas, quoi. Tout n'est pas interchangeable. Les seuls qui sont interchangeables, c'est les jeunes auditeurs des cabinets de conseil, parce Mmh. qu'ils ont une grille de lecture du monde et de la société et qui leur permet de tout faire. Mais Mmh. par ailleurs, non. Et donc, je pense qu'on reviendra à un moment ou à un autre à des choses plus sages. Et je pense et j'espère, je suis d'accord avec le sénateur Bocquet, j'espère qu'un jour la politique reviendra, quelle que soit la Mmh. politique d'ailleurs, Mmh. dans le débat et à sa place, et le Parlement aussi. Et quand tout le monde reviendra à sa place, je pense que les choses iront beaucoup mieux. Mais pardon, là, j'élargis un petit peu le sujet sur le retour de la politique ou du politique. Michel Auboin, pourtant même, je trouve, hein, moi, dans le dernier débat présidentiel, on n'a pas eu un débat politique, on a eu un débat technique. On a eu un débat totalement technique, oui, et pas. Et d'ailleurs, on a même assez peu parlé des grands sujets qui intéressent les Français. Mmh. Moi, je travaille depuis des années sur la question des banlieues. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup évoqué ces sujets. Donc, oui, le débat politique est anesthésié, mais c'est aussi le fonctionnement de la politique, c'est aussi le rôle des partis aujourd'hui. Et je pense, franchement, que c'est quand même aussi le mélange des genres au sommet de l'État, où Mmh. la haute fonction publique ou une partie de la haute fonction publique a pris le levier du pouvoir. Et ça, je crois que s'il y avait au moins une réforme à faire dans les années à venir, c'est d'introduire une forme de ontologie qui ferait que les hauts fonctionnaires seraient hauts fonctionnaires au service de l'État et des gouvernements, et que les gouvernements seraient issus du monde politique et pas de la haute fonction publique. Mmh. Oui, ça permettrait de clarifier, les choses. Je vais vous donner un dernier mot, à chacun, on va commencer par Guillaume Travert. Alors effectivement, c'est comme du retour du politique. Mmh. Je crois que ce qui peut donner espoir, ça arrivera un jour à mon avis, si l'on se fie au grand juriste allemand Carl Schmitt. Carl Schmitt nous dit que le politique se révèle dans ce qu'il appelle la situation exceptionnelle. C'est-à-dire que tant que ce qu'on a à faire, c'est des problématiques de gestion courante, il n'y a guère besoin de politique. Et donc on peut effectivement avoir l'illusion qu'on peut se passer du politique en confiant eh bien l'État à des managers, etc. Mais le jour où la situation exceptionnelle arrive, c'est-à-dire où il y a vraiment des problématiques politiques très fortes, où il faut décider, comme le dit Carl Schmitt, eh bien là le politique réapparaît Mmh. et l'État s'affirme comme quelque chose de complètement différent d'une simple entreprise privée, et on peut penser que pour un tas de raisons, qu'elles soient d'ailleurs géopolitiques, écologiques ou même de révolte sociale, il y ait tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, un retour de ces situations exceptionnelles qui appellent donc de réelles décisions politiques plus que de la gestion courante. Hein. Mais Guillaume Travert, je suis d'accord, mais je trouve ça assez optimiste parce qu'on a passé certaines crises, aujourd'hui, et notamment la Covid-19. Bon, là, on a la guerre en Ukraine, et aujourd'hui, ce qu'on a plutôt vu, c'était, bon, les gilets jaunes. On a vu plutôt une, comment dire? Une diabolisation, on a désigné certains boucs émissaires à la place de retrouver du politique, on a seulement expié, en fait, une certaine partie de la population. Alors c'est évident que ces crises que vous citez n'ont pas permis ce réel retour du politique. Alors est-ce que ces crises n'étaient pas assez violentes, ou est-ce que c'est effectivement une question immense. Mmh. On peut néanmoins penser que notamment je crois, le domaine propre du politique, qui est aussi le domaine du territoire et donc de la politique étrangère, là les questions se
s'affirme un peu différemment. On le voit déjà avec, par exemple, des pays comme l'Allemagne qui ont profondément changé de politique en quelques semaines avec ce qui se passe en Ukraine. On peut penser qu'on soit tôt ou tard face à un retour du politique, même si effectivement, il y a aussi des dynamiques très différentes qui s'affirment dans ces périodes de crise. Et le mot de la fin pour Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. Je crois que nous sommes dans une période de grande résignation, en fait, dans notre population. On voudrait nous confiner au rôle de spectateurs d'une guerre en Ukraine qui aurait, il y a 20 ans, déclenché des manifestations nombreuses dans tout le pays. Ça n'est pas le cas. Spectateurs de la composition d'un gouvernement au compte-gouttes pendant 10, 12, 15 jours, c'est absolument hallucinant. Moi, je suis fondamentalement optimiste sur la capacité des gens à prendre conscience un jour qu'il y existe toujours une alternative au monde que nous vivons. C'est très bien parce qu'en faisant ce tour de table, je vois que vous êtes tous les trois optimistes et ça fait du bien, notamment sur cette matinale ligne droite où on n'annonce pas que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup à vous trois, Michel Auboin, ancien préfet et auteur de cet essai que je recommande à tous, 40 ans dans les cités, aux éditions Presse de la Cité. Merci à vous, Guillaume Travers, essayiste et collaborateur pour la revue Éléments. Je vais citer Économie médiévale et société féodale, la Nouvelle Librairie, et Capitalisme moderne et société de marché, toujours à la Nouvelle Librairie. Et puis vous, Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, vice-président de la Commission des Finances. Vous aussi, vous avez écrit des livres sur l'évasion fiscale, si vous souhaitez les citer. Oui, merci de m'en donner l'occasion. Le premier en 2016, sans domicile fisc, et la deuxième en 2021, milliards en fuite, au Cherche Midi. Merci. Au Cherche Midi, voilà. Merci beaucoup à vous trois pour cette table ronde très éclairante. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.